Mesdames et messieurs, bonjour. Trop tôt? D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse. Je m'appelle Étienne Bassot, je suis directeur du service de recherche pour les députés au Parlement européen qui fait partie de l'EPRS et je représente aussi le directeur général qui est empêché. Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence de presse avec Madame Arena et Monsieur Panzeri. Madame Arena qui est la présidente de la sous-commission des droits de l'homme et Monsieur Panzeri qui est le président de l'organisation Fight Impunity avec laquelle nous coopérons pour cette conférence. Donc, Madame Arena va dire quelques mots, ensuite Monsieur Panzeri, moi-même je vais donner quelques éléments sur le contexte de notre coopération avec l'EPRS et ensuite nous aurons bien sûr le temps pour les questions et les réponses. À vous. Merci beaucoup Étienne. Tout d'abord, merci au service EPRS sur cette collaboration qui a été faite entre l'EPRS et l'ONG Fight Impunity. Moi ici, en tant que présidente de la commission, la sous-commission droits de l'homme, c'est vraiment avec plaisir que je vois l'engagement du service à travailler sur la question des droits de l'homme. Et je pense que le moment est vraiment venu de pouvoir faire un événement ici au Parlement européen qui sera un événement récurrent. Je pense que c'est ça qui est aussi important de dire, qui va s'installer tous les ans avec la présentation d'un rapport, et je pense que Antonio Panzeri vous présentera ce rapport qui est l'état des lieux en matière de lutte contre l'impunité et la question des droits de l'homme dans le monde. C'est le deuxième rapport qui a été édité par cette ONG Fight Impunity. Le premier a été édité l'année dernière. C'est aussi une grosse brique. Ça montre à quel point la question des droits de l'homme dans le monde est aujourd'hui préoccupante. On vit aujourd'hui un contexte qui est extrêmement tendu. Je ne vais pas rappeler ici la situation que l'on vit en Ukraine et avec les violations massives des droits de l'homme qui ont lieu aujourd'hui en Ukraine et le crime d'agression qui a lieu par la Russie en Ukraine, qui met en évidence l'importance d'avoir des instruments tels que les instruments de l'ICC, la Cour pénale internationale, mais aussi de trouver les moyens de lutter contre l'impunité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine a tendance à oublier ou faire oublier ce qui se passe ailleurs. On voit qu'il y a une résurgence des conflits armés qu'on peut appeler des conflits à haute intensité, et je peux parler de la crise au Yémen qui est toujours en cours actuellement, mais aussi ce qu'on appelle des conflits à basse intensité. Je trouve d'ailleurs ce terme un peu particulier parce que si on prend la République démocratique du Congo et la situation à l'Est qui aujourd'hui est à nouveau en train de s'enflammer, a fait depuis le début des années 90-90, a fait plus de 6 millions de morts à l'est du Congo. Et donc on voit que quand on parle de conflits à basse intensité, eh bien c'est plutôt dire qu'ils s'étendent dans le temps, mais qu'ils font tout autant, si pas plus, de victimes aujourd'hui dans le monde. Sans parler de la situation en Afghanistan, de la situation en Syrie, mais aussi des situations qui peuvent sembler moins spectaculaires, mais qui, en matière de droits de l'homme, sont aussi très inquiétantes. C'est les assassinats aujourd'hui que l'on vit partout dans le monde sur les défenseurs des droits de l'homme. On a ici une conférence de presse, les pressions qui sont faites autour du monde journalistique, des personnes qui, parce qu'elles expriment leurs opinions, parce qu'elles donnent de l'information, se retrouvent effectivement soit en prison, soit menacées, soit assassinées dans certains pays. Et donc ce contexte-là nous amène à avoir un travail particulier aujourd'hui au niveau de l'Europe. Alors pourquoi au niveau de l'Europe? Parce que tout d'abord, nous sommes en tant qu'entité politique, par le biais des traités qui nous guident, eh bien nous avons les articles qui disent l'Union européenne se base sur ces questions de droits fondamentaux, d'état de droit et de démocratie à l'intérieur de l'Europe. Ça ne veut pas dire que tout est
tout est rose à l'intérieur de l'Europe et donc il y a aussi un travail à réaliser à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas la commission droits de l'homme qui s'en occupe, mais c'est la commission Libé qui s'occupe de l'état de droit. Vous connaissez bien la situation en ce qui concerne les procédures article 7 sur un certain nombre de pays au niveau de l'Europe. Mais il y a aussi les articles des traités qui disent que dans la politique internationale, l'Union européenne doit travailler sur la question des droits de l'homme et donc c'est à la Commission des droits de l'homme qu'il revient de le faire. Et je conclurai en disant que si ce n'est pas l'Europe qui le fait, en allant chercher des alliés bien entendu, parce qu'on n'est pas seul au monde, mais si ce n'est pas l'Europe qui le fait, d'une part ces droits de l'homme et ce modèle que nous défendons avec des valeurs universelles, ce ne sont pas des valeurs européennes, des valeurs des droits de l'homme, ce sont des valeurs universelles, mais c'est un modèle que nous défendons en tant que modèle démocratique en Europe. Si nous ne le défendons pas avec des alliés dans les instances internationales, telles que les Nations Unies, telles que la Cour pénale internationale ou d'autres instances, eh bien c'est non seulement les droits de l'homme à travers le monde qui sont menacés, et on le voit avec des contre-modèles qui s'opposent, avec le modèle chinois, avec le modèle russe aujourd'hui, qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et donc on voit que ces contre-modèles aujourd'hui, dans les instances internationales, essayent de prendre de l'espace par rapport à la question des droits de l'homme ou de la non-question des droits de l'homme. Et donc si on ne les défend pas, ces valeurs seront, je dirais, attaquées au niveau international. Mais elles seront aussi attaquées à l'intérieur de l'Union européenne. On a par exemple au niveau de la sous-commission droits de l'homme travaillé beaucoup sur les questions d'interférence. Heureusement maintenant on a créé la commission 1G qui travaille sur ces questions. Et donc on voit aussi que cela vient polluer la discussion sur les droits de l'homme à l'intérieur. Donc protéger les droits de l'homme à l'extérieur, ça fait partie de notre ADN, mais c'est aussi protéger les droits de l'homme à l'intérieur de l'espace politique européen. Et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir cet engagement qui est pris par le service du Parlement avec une ONG telle que Fight Impunity et pour laquelle j'ai vraiment le plaisir de participer à cette conférence. Grazie. Grazie. Aggiungerò solo pochissime parole alle cose che sono state dette. Intanto devo ringraziare le PRS, il servizio di ricerca, verrà spiegato poi il contenuto dell'accordo che abbiamo fatto, ma il tentativo nostro è relativamente semplice da comprendere. Vorremmo tentare con questa conferenza e con quelle che ne seguiranno un nuovo approccio al tema dei diritti umani e della lotta all'impunità. Perché partiamo da una considerazione, cioè che sia innegabile che i diritti umani stanno segnando il passo e c'è un decisivo arretramento, attaccati sulla base delle guerre e dei conflitti che sono in corso, dalla pandemia, dai processi economici e finanziari e anche dalla tecnologia. Ed è un percorso che noi dobbiamo in qualche modo intraprendere se vogliamo far ritrovare l'Europa, l'Unione Europea, di nuovo quella cosa che abbiamo conosciuto dopo il 1948, dopo la Dichiarazione Universale, cioè quella culla dei diritti, e oggi in qualche modo, ripeto, sta segnando il passo. In uno dei rapporti, in uno scritto nella prefazione, affermo che in un recente incontro tra Putin e Xi Jinping ha utilizzato una metafora che credo illustri abbastanza bene l'evoluzione in corso dal punto di vista dell'impunità e dei diritti umani. E la metafora diceva più o meno così, detta da Xi Jinping: se le scarpe si adattano, lo sa solo chi le porta. Che significa una cosa molto semplice: ognuno misura sulla base dei propri interessi, delle proprie regole del gioco, cosa significa diritto umano, cosa significa impunità. Questo processo sta andando avanti da molto tempo, soprattutto nei paesi cosiddetti autocratici, e sta portando ad uno svuotamento delle grandi organizzazioni sovranazionali. ONU, Corte Penale Internazionale, OMS,
È un processo che dobbiamo in qualche modo verificare e tentare di arrestare, perché ritengo che gli organismi sovranazionali sono un grande obiettivo, perché se vogliamo in qualche modo creare le condizioni per un futuro di pace, di benessere e di diritti, è necessario che funzionino queste grandi organizzazioni sovranazionali. Nuovo approccio, ho detto. Ci sono due questioni sulle quali vogliamo interrogarci tra le altre in questa conferenza. Il primo, ci siamo posti la domanda: come mai tanta gente che sta male e che avrebbe bisogno di diritti umani, in realtà quando si reca al voto vota per persone forti? E ci siamo interrogati, forse la risposta che stiamo tentando di dare è che forse non basta solo ed esclusivamente una battaglia sui diritti umani se non è collegata al tema dei diritti sociali. Perché se la gente è povera, non ha da mangiare, in qualche modo il primo pensiero è come riempire la pancia più che avere un diritto umano. E noi dobbiamo essere in grado di collegare questi due aspetti, e approfondiremo, perché vogliamo mandare un messaggio molto chiaro proprio per rinnovare il nostro intervento in questo campo. Il secondo elemento sul quale rifletteremo è relativo agli spazi per la giurisdizione universale dei diritti umani, partendo anche dal conflitto in Ucraina, dall'invasione russa. Ci sono in questo caso due tesi radicali che si scontrano quando si parla di giustizia internazionale. La prima è che viene usata la giustizia internazionale o abbandonata dai governi secondo i propri interessi. Lo abbiamo visto anche di recente tutto questo. Poi c'è invece dall'altra parte chi ritiene davvero che la lotta all'impunità sia un fondamento, diciamo così, dello Stato di diritto e della democrazia. Quello che emerge nella nostra riflessione è che la sovranità è il problema. È il problema. E dobbiamo mettere in campo politiche adeguate perché in qualche modo spostino questa idea della sovranità illimitata ad una sovranità più contenuta. Se vogliamo in qualche modo affrontare le problematiche che derivano dal consegnare alla giustizia coloro i quali, ad esempio, compiono crimini come quelli che abbiamo visto recentemente. Questo è quello che noi vogliamo fare. Il senso della conferenza rientra proprio con questa idea di nuovo approccio e ha come ultimo obiettivo quello di tentare di ridestare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, che si trova in una condizione un po' dormiente per tante ragioni, compreso le paure, le difficoltà. Noi abbiamo sostanzialmente l'esigenza di costruire una nuova condizione. C'era un acuto sociologo francese, Dominique Moisy, che diceva che il mondo è diviso in tre sentimenti. C'è il sentimento della speranza che anima quei paesi che vogliono in qualche modo avere un grande ruolo nel mondo. C'è il sentimento del rancore, di coloro che sono arrabbiati perché le cose non vanno assolutamente bene, e c'è un sentimento della paura. Se noi dovessimo guardare oggi un po' l'Europa, vediamo che il contesto europeo è rappresentato un po' dalla paura, anche per la guerra che c'è, ma non solo, ma per le condizioni che ci sono. Ecco, il nostro obiettivo è quello di rimettere in campo una politica che sia in grado appunto di ridestare l'attenzione dell'opinione pubblica, prima che sia troppo tardi. Ovviamente è un tentativo insieme a tanti altri, perché non pensiamo di risolvere i problemi del mondo, però è un tentativo molto serio che mettiamo in campo e che offriamo alla disponibilità di tutti. Vi ringrazio. We now open the floor for questions. If there's any question, thank you for introducing yourself and your media. Lorenzo Consoli. Consoli, Asca News. Posso parlare in italiano? Sì. Grazie. La questione della concezione diversa
di diritti umani che c'è in Cina e in Russia mi sembra fondamentale in questo, cioè è proprio la battaglia che si sta svolgendo in questo momento, mi sembra a livello internazionale, imporre una visione alternativa, una realtà alternativa dei diritti umani, che non corrisponde all'idea di diritti universali che invece promuove l'Europa. Che cosa può fare il Parlamento europeo, che cosa si può fare a livello di Unione Europea per contrastare questa tendenza c'è davvero la possibilità di contrastarla? Grazie. On répond directement? Yeah. Oui. Are there any other questions? Are there any other questions? Yeah. Okay, we I can will answer. Okay. Alors, justement, je pense que c'est vraiment le moment aujourd'hui de positionner l'Europe, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, sur ces questions des droits de l'homme. Alors, comme elle l'a toujours fait, en théorie, certainement, dans ces traités, sans aucun doute, c'est écrit dans les traités, mais on a vu à certains moments qu'il pouvait y avoir une mise, je dirais, de côté de la question des droits de l'homme pour des questions de réalpolitik. Et on a vu que parfois ces doubles standards par rapport à la question des droits de l'homme amènent à ce qu'il y ait une vraie critique du monde extérieur sur la sincérité de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Et à partir de là, on met vraiment en difficulté nos valeurs fondamentales. Et c'est vraiment le travail qu'on doit faire et que je fais au niveau de la Commission des droits de l'homme, c'est de remettre systématiquement au centre des discussions, que ce soit des discussions en matière de commerce international. On ne peut pas dire qu'un échange commercial ne peut pas respecter les droits de l'homme ou les droits environnementaux. Et donc, comment fait-on pour réaliser des nouveaux accords commerciaux, parce que l'Europe est un continent de commerce qui continuera à commercer, mais comment peut-on le faire à l'avenir avec, je dirais, cette prise en considération des valeurs qui sont les valeurs que nous avons dans les traités. Et donc, on a par exemple, dans le cadre de la Commission des droits de l'homme, un travail sur la question de la responsabilité des entreprises pour faire en sorte que des entreprises européennes, quand elles respectent les droits de l'homme en Europe, eh bien, elles les respectent aussi ailleurs. Ça semble simple, mais vous savez, j'étais il y a un mois au Qatar. Alors, il y a des questions au Qatar sur les droits de l'homme, hein, des grosses questions au Qatar sur les droits de l'homme. Il y a l'OIT qui est installé là-bas, qui essaye de travailler sur l'amélioration des droits des travailleurs, qui fait un travail remarquable pour ces questions-là. Et qu'est-ce que j'apprends quand je suis sur le terrain ? C'est que les entreprises européennes aujourd'hui qui se positionnent pour la World Cup sur le foot sont les entreprises qui ne veulent pas respecter les conditions que l'État qatari a difficilement mis sur la table pour respecter les droits de l'homme, sans doute pour améliorer son image dans le cadre de la Coupe du Monde, peu importe. Mais ce sont les entreprises européennes qui ne veulent pas se soumettre à des règles droits de l'homme dans un pays sur lequel on fait pression pour améliorer les conditions. Alors, vous comprenez bien que ma crédibilité, quand je vais au Qatar pour parler des droits de l'homme et qu'ils ont les entreprises européennes qui ne veulent pas respecter les droits de l'homme pour lesquels je me bats, moi, sur un plan international, c'est compliqué. Et donc, il est important qu'on ait ces législations telles que la due diligence pour obtenir effectivement que notre image n'est pas uniquement défendue par des mots, par des parlementaires ou par des déclarations d'intention, mais par des faits concrets. Comment est-ce que l'Union européenne peut effectivement défendre cela? Ce n'est pas qu'une histoire de narrative. J'étais hier dans la commission AFET discuter avec le commissaire Vareil, la commissaire Urpilainen et le haut représentant pour dire, tiens, comment se fait-il que des pays africains n'ont pas voté comme l'Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance de la guerre en Ukraine. Parce que les Européens, ils n'ont pas toujours reconnu un certain nombre de guerres en Afrique.
On a même été instigateur de certaines guerres en Afrique. Et donc, la réponse, c'est pas qu'il faut raconter une belle histoire. Non, il faut faire les choses correctement. Et si on les fait correctement, on est crédible. Si on les fait pas correctement, on n'est pas crédible. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qui est important à remettre à l'ordre du jour. Antonio l'a dit, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous étions, pas parce que nous étions, je dirais, des Européens qui n'avaient rien à se reprocher, au contraire, parce que nous étions des Européens qui avons vécu les horreurs de la Shoah, que nous nous sommes engagés à dire nous serons un continent des droits de l'homme, parce que nous avons vécu un certain nombre de choses. Et donc, il y a eu des engagements politiques forts à l'époque pour le faire. Je pense que c'est le moment aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir des engagements politiques forts en matière de droits de l'homme au niveau de l'Union européenne, tels qu'on les a eus au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il d'autres questions? Alfonso? Alfonso Bianchi, Europa Today. Je vais poser la question en italiano aussi, si ci può, parce que ci può che la traduzione. Lo studio di come combattere l'impunità, le questioni dei diritti umani è importante, immagino che riguarderà, come anche l'onorevole Arena ha sottolineato, quello che fa e ha fatto l'Occidente, perché noi vediamo che nel passato ci sono stati casi anche di aggressione. Prima si è parlato del problema dell'aggressione, appunto, il crimine di aggressione, che è una fattispecie, non so dal punto di vista legale, però è molto ampia, perché potrebbe riguardare anche quello che l'Europa anche ha fatto, alcuni paesi europei, in Libia o in Jugoslavia o quant'altro. Quale dovrebbe essere il consesso in cui tutto questo dovrebbe essere portato? Perché la discussione, l'analisi si può fare anche in un centro di ricerca, però l'affrontare e portare tutto questo dove dovrebbe avvenire? La Corte Penale Internazionale non lo so. Dov'è che si dovrebbe analizzare queste cose? Perché il consenso a volte è anche il luogo che determina la credibilità di un processo. Stiamo guardando adesso in Ucraina la guerra, ci sono i russi che fanno processi per crimini di guerra contro gli ucraini che fanno lo stesso contro i russi. È una cosa che non sembra abbia una legittimità fortissima. Ecco, quindi dove dovrebbe essere il luogo e cosa può fare l'Europa per spingere, per creare questo luogo in cui combattere l'impunità e lottare per i diritti umani? Grazie. Colgo questa domanda per integrare un po' l'osservazione rispetto alla domanda precedente. Cosa è necessario fare? Partiamo soprattutto da cosa è necessario non fare. E credo che non bisogna assolutamente mettere in campo una sorta di conflitto ideologico tra democrazie e autocrazie. Perché se facciamo questo, inevitabilmente gli spazi si riducono e chi ne fa le spese sono soprattutto i diritti umani, in tutti i luoghi. Capisco che è molto complicato ascoltare questo, ma noi dobbiamo assumere la complessità come elemento sul quale noi dobbiamo governare questi processi. Un suo collega, in un recente libro che ha scritto dal titolo Suicidio occidentale, arrivava a porre la tesi sostanzialmente che l'Occidente non deve assolutamente riconoscere i propri errori e deve mostrare una certa superiorità morale. Se vogliamo essere coerenti con le battaglie che devono essere fatte, la prima cosa è che dobbiamo eliminare questo fatto per cui dalla superiorità morale molte volte noi abbiamo fatto passare l'idea della doppia morale, che è una cosa totalmente diversa. E io ritengo sostanzialmente che sia necessario avere una coerenza nelle politiche, una trasversalità nelle politiche europee, in tutti i campi, se vogliamo far vivere la vicenda dei diritti umani e della lotta all'impunità. E per rispondere a quella domanda non c'è dubbio che è la Corte Penale Internazionale. Noi abbiamo avuto questo fatto epocale nel 1998, quando è stata istituita con lo Statuto di Roma. Ma subito dopo i diversi paesi hanno in qualche modo tentato di svuotare questo fatto epocale e non hanno concesso quella sovranità che è necessaria perché svolga l'attività. Io credo che la battaglia che deve essere fatta
oggi da parte dell'Unione Europea, delle sue istituzioni e ovviamente di tutti gli attori sociali e di tutti gli attori associativi, è proprio di ridare slancio, forza, peso alla Corte pénale internationale. Peut-être pour compléter ce qu'il vient de dire, effectivement, la Cour pénale internationale est l'instrument qu'on doit, je dirais, renforcer. Et d'ailleurs, je pense que la Commission européenne, dans le cas de l'Ukraine en particulier, a vraiment donné des moyens à des instruments d'enquête sur les violations des droits de l'homme et des crimes de guerre commis aujourd'hui en Ukraine. Il y a aujourd'hui, sur la question ukrainienne, une difficulté, c'est-à-dire que le crime d'agression ne peut pas être traité par la Cour pénale internationale dans la mesure où elle n'a pas la compétence sur la question russe et ukrainienne pour traiter du crime d'agression. Et donc il faut, quand il y a un vide, quand il y a une impossibilité de saisir la Cour pénale internationale sur le crime d'agression, il faut essayer d'être créatif et trouver autre chose. C'est la raison pour laquelle, dans la commission droit, on a travaillé sur la question de la création d'un tribunal ad hoc qui n'est pas quelque chose qui fait concurrence à la Cour pénale internationale, mais qui est quelque chose qui vient compléter ce que la Cour pénale internationale ne peut pas faire dans ce cas de figure en particulier, qui est de prendre le crime d'agression dans ses compétences. Et donc il y a tout un travail qui est en train de se faire pour l'instant et qui a été présenté par la sous-commission droit pour voir comment effectivement l'Europe pourrait faciliter le fait qu'il y ait un tribunal international de ce type. Il faut qu'on regarde ce qui a déjà été fait parce que si ces mécanismes-là doivent avoir lieu, à mon sens, ils doivent avoir lieu par le biais des Nations Unies, mais on doit éviter le passage au Conseil de sécurité parce que au Conseil de sécurité, ça ne passera pas. Il faut voir si on a la possibilité de le passer à l'Assemblée générale et si oui, quelles sont les potentialités de dépôt à l'Assemblée d'une idée telle que celle-là. Donc on est en train de travailler là-dessus. Donc c'est de dire, il ne faut pas juste dire on n'a pas la compétence. Je trouve qu'en matière de lutte contre l'impunité, il faut être créatif. Il faut trouver tous les moyens pour lutter contre cette impunité, que ce soit par la compétence universelle. On l'a vu en Allemagne, il y a eu l'utilisation de la compétence universelle sur la question des crimes en Syrie. Eh bien, on a utilisé la compétence du droit de compétence universelle au niveau des États membres. Quand la compétence universelle ne peut pas être utilisée, voyons autre chose. Donc on ne peut pas juste dire aux gens c'est pas possible. Enfin, il faut trouver comment rendre redevables les auteurs de ces crimes. Je voulais ajouter un mot peut-être du point de vue du travail de recherche que nous effectuons. Comme vous l'avez dit, c'est un terrain qui est pas facile. Hein, les crimes internationaux, crimes de guerre, crimes d'agression, peut-être génocide, même certains l'ont évoqué. En tout cas, il y a différents instruments internationaux qui peut-être s'appliquent, d'autres ne s'appliquent pas. Je vous encourage à faire la lecture de ce travail de préparation qu'on a fait pour la conférence sur ces crimes internationaux. Vous verrez que c'est assez détaillé et aussi discuté, même parmi les juristes. Et vous encouragez à participer à la session du premier jour, l'après-midi à 16h30, où il y aura des juristes et des défenseurs des droits de l'homme qui discuteront précisément cette question et qui essayeront, comme l'a dit Mme Arena, d'identifier des solutions possibles sur le terrain de la guerre russo-ukrainienne. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Se non ci sono altre domande, possiamo chiudere la... Oui, je pense que c'est important de voir les différents panels qui vont avoir lieu pendant la conférence et aussi les invités qui sont des activistes, droits de l'hommistes, défenseurs des droits de l'homme environnementaux, des journalistes, des représentants de différents pays, Égypte, Afghanistan, Brésil. Et donc il y a vraiment des gens qui viennent avec un vécu de terrain et qui viennent dire en quoi ils ont besoin de cette question de la défense des droits de l'homme et en quoi l'Europe les aide. Je pense que c'est important aussi. Beaucoup de personnes nous regardent. Moi, j'ai des demandes dans la sous-commission droits de l'homme tous les jours de gens qui veulent venir parler, exprimer. L'Europe est leur refuge pour parler des droits de l'homme. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable
comme on est un phare pour les défenseurs des droits de l'homme, et je trouve qu'on ne peut pas les décevoir dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que cette conférence montrera. Grazie di aver partecipato e buona giornata. Scusa, volevo solo dire in ultima istanza questo. È una conferenza con la quale stiamo collaborando insieme e c'è anche Non c'è pace senza giustizia che ci ha dato una mano nella preparazione di questa conferenza, in base anche agli accordi che abbiamo fatto. Bene, vi ringrazio. I think there's a question. Please. Pieno di colpi di scena. Munib Rashid from Jang Group of Newspapers, Pakistan. Actually, I'm very admirer your work always. So, because the European values that you are preaching this is the only planet rest in the world which is talking about these things, even human rights values. Mm-hmm. Other countries, they are very much interested in other things, especially economics, playing very important role to ignore all these values. So my question would be, are you happy with the international organization's role? For example, UN is playing its role properly in line of your values. What do you think? Thank you. We can stay all the day for discussing. Alors, donc tout d'abord, merci effectivement, et on a beaucoup travaillé sur la situation dans l'Indo-Pacifique, aussi sur la question des droits de l'homme, et comme vous disiez, la question économique, commerciale, géopolitique, elle est là, donc il ne faut pas la nier, mais comment est-ce qu'on peut, dans ces réalités économique, géopolitique, intégrer la question des droits de l'homme. On ne doit pas être timide. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une relation avec un pays qu'il ne faut pas aborder la question des droits de l'homme. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, comment, avec les Nations Unies? Les Nations Unies sont aussi dans un besoin de refonte de l'instrument des Nations Unies. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand l'Europe laisse une place vide aux États-Unis, quand elle ne prend pas sa place, les autres prennent sa place. Je vous donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de la due diligence, donc de la responsabilité des entreprises. Il y a un débat aujourd'hui aux Nations Unies sur le Binding Treaty, sur la question de la responsabilité mondiale des entreprises. La Commission européenne n'a pas donné aujourd'hui de mandat au Conseil pour prendre position aux Nations Unies sur cette question. Moi, j'ai participé à une discussion. Qui prend la parole ? La Chine. La Chine, dans le comité des Nations Unies sur le Binding Treaty, est en train de faire le travail que nous n'arrivons pas à faire parce qu'on n'a pas donné le mandat au Conseil pour le faire. Et elle ne le fait pas avec nos valeurs, elle le fait avec les siennes. Et donc, une place vide est une place prise par les autres. C'est tout. Et donc, les Nations Unies, si on n'y va pas, si on ne se bat pas, eh bien, c'est les autres qui prennent la place. Et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, on doit investir des instruments multilatéraux tels que ceux-là pour pouvoir occuper effectivement cette place et les valeurs qu'on défend. Just very briefly, because the interpreters have to leave, I've been asked to ask Monsieur Etienne if he can quickly explain some details about the agreement that they had with the European Parliament. Oui, alors très rapidement, donc quelques mots sur cet accord. Donc en effet, l'élément principal est cette conférence que nous espérons répéter, si elle se passe bien, l'année prochaine et les années suivantes. Donc l'idée, c'est d'associer des défenseurs des droits de l'homme, des représentants de l'organisation Fight Impunity, mais aussi des académiques, et de créer ce contexte d'échange et de discussion. Et puis, il y a les volets publications. J'ai parlé de notre travail sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Aussi, un autre document qui est sur le point d'être finalisé, qui va servir de base au travail de la conférence. Et puis aussi d'autres activités, par exemple dans le cadre de l'Académie Jean Monnet qui se retrouve près de Paris à la maison de Jean Monnet, dans lequel on peut aussi travailler ensemble, et d'autres niveaux d'échange et
et aussi avec des instituts comme le Collège d'Europe ou l'Institut de Florence. Voilà, donc il y a un gros... beaucoup de matière sur la table. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un thème qui est porté par le Parlement. Vous connaissez, vous êtes journaliste, les résolutions d'urgence sur les questions de droits de l'homme qui sont adoptées par l'Assemblée tous les mois. Et puis aussi le rapport annuel qui est aussi une base pour cette action. Et je voudrais terminer par souligner que la présidente Metsola veut envoyer aussi au début de la conférence un message très fort donc de l'institution pour défendre les droits de l'homme, mais aussi dans un nouveau contexte, enjeux climatiques, désinformation, pression sur les questions de division des sociétés, questions sociales et qu'on voit dans nos différents États membres. Donc voilà, c'est le début d'un gros travail et on est très heureux que vous soyez venus aujourd'hui pour écouter et pour participer, on l'espère, à la conférence à la fin de la semaine. Merci à vous. Grazie per aver partecipato, stavolta davvero buona giornata. Grazie. Merci. Merci à vous. Jeudi et vendredi. Bien facile, non ?